Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Visite de travail et d'amitié du roi Mohamed VI à Dakar ce dimanche. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le royaume chérifien et le Sénégal. La signature d'importants accords est au programme de sa visite. Dakar s'apprête à accueillir un événement majeur dans l'enseignement supérieur. Il s'agit du concours d'agrégation de médecine du CAMES, occasion pour la rédaction de faire un focus sur cet exemple parfait d'intégration qu'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Dans la série Santé, on s'intéresse à un volet non moins important des politiques publiques. Il s'agit de la protection sociale avec comme mécanisme phare la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances. Zoom également sur l'École nationale de développement sanitaire et social ENDSS, un établissement qui est chargé de la formation du personnel paramédical. La rubrique rétroviseur va à la rencontre de Daouda Guissé, figure marquante du cinéma sénégalais. L'on se rappelle ses scénarios dans la troupe Barayego, quelques séquences à revisiter dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, entame une visite à partir de demain dimanche. Une visite d'amitié et de travail au Sénégal qui entre dans le cadre du raffermissement des relations anciennes entre le Sénégal et le Maroc. Au cours de son séjour dans notre pays, le roi Mohamed VI aura des entretiens approfondis avec le président Macky Sall. Des signatures d'accords portant sur la coopération pour le développement des deux pays. Le roi Mohamed VI aura aussi à mener des activités sociales au profit des populations sénégalaises. Le mouvement Macky Junior au Palais de la République, ses membres sont venus réaffirmer au chef de l'État leur engagement à soutenir son action politique, un mouvement national qui regroupe des hommes et des femmes décidés à renforcer les bases de l'électorat républicain en direction des échéances en vue. Aboubakry Kane compte rendu. Le mouvement Macky Junior est un large rassemblement à l'échelle nationale d'hommes et de femmes décidés à accompagner l'action du président de la République. À sa tête, Cheikh Mbacké Sakho, par ailleurs conseiller du chef de l'État aux affaires religieuses. Cette rencontre avec le président de la République a servi de cadre pour revenir sur ce qui fonde la démarche du mouvement. 2MN est guidé par un souci d'unité autour du président de l'Alliance pour la République dans la mise en œuvre de son projet politique. C'est ainsi que les jeunes, les femmes et les sages ont tour à tour décliné leur volonté d'élargir les bases de l'électorat républicain dans leurs localités respectives. Les différents orateurs se sont également félicités des réalisations du président de la République et des projets en cours sur toute l'étendue du territoire, notamment à travers le PUDC. Les raisons de leur adhésion à ce mouvement. Nous suivons avec grand intérêt vos projets et vos réalisations de tous les jours, sous votre impulsion, notamment dans le cadre des programmes agricoles, routiers, énergétiques, sociaux, sanitaires, éducatifs et tant d'autres, dont les résultats deviennent de plus en plus visibles, sans oublier notre performance au niveau international sur le plan diplomatique. Nombreuses réalisations dans tous les secteurs de la vie nationale et vos nombreux projets divers et variés suffisent à camper votre grand dessein en matière de démocratie, de promotion de l'homme sénégalais, de développement. C'est la raison pour laquelle nous ne doutons pas que sous votre magistère d'aujourd'hui et de demain plaise à Dieu de l'avènement d'un Sénégal nouveau. Dans un Sénégal à bâtir, l'assistance apportée au quotidien aux couches les plus défavorisées et aux zones rurales les plus reculées est en soi un motif d'espoir et de satisfaction de ces hommes et femmes. Le soutien au monde paysan, les projets routiers et autoroutiers et les infrastructures en matière d'énergie propre, autant d'actions majeures qui ont fait l'objet de témoignages au cours de cette rencontre. Ces militants engagés pour la cause du président de l'APR ont ainsi réaffirmé leur ambition de relever d'autres défis électoraux.
Ce dont se félicite le président Macky Sall, non sans revenir sur les qualités de son conseiller, un homme ouvert, disponible, fidèle et courtois, qui œuvre chaque jour au raffermissement des relations entre les différentes familles religieuses du Sénégal. Au nom de ces foyers spirituels, des prières ont été formulées pour une paix et un développement durable, mais également la réussite des grands projets du chef de l'État. Depuis quelque temps, l'armée nationale s'est engagée dans la lutte contre la déforestation. Récemment, des milliers de troncs d'arbres ont été saisis à l'est et au sud du pays. En marge de la journée des forces armées prévue ce 10 novembre, nous vous proposons de suivre ce reportage axé sur l'engagement de l'armée dans la protection de l'environnement. Il est signé Louis-Philippe Sagna. L'environnement se dégrade par la faute de l'homme. Une situation qui prend de l'ampleur en zone sud et à l'est du pays. Ce phénomène devenu préoccupant ces derniers temps a nécessité une synergie d'action des ministères de l'Intérieur, de l'Environnement et du Développement durable et bien sûr des forces armées. Ainsi, le commandement militaire n'a pas trop attendu pour jouer sa partition. S'agissant du renseignement, il s'agit principalement de déployer des moyens dédiés, notamment des avions, des drones de surveillance sur les zones. Mais également, nous avons un maillage opérationnel très vaste sur les zones concernées qui nous permet d'être renseignés de jour comme de nuit. Enfin, il y a également donc le renseignement d'ordre humain, originaire des populations locales qui collaborent. En peu de temps, les résultats sont probants. Le trafic illicite de bois a constamment diminué. D'importants efforts ont été consentis. Que plusieurs dizaines de camions souvent d'origine étrangère, ont été arrêtés. Nous avons également des centaines de charrettes et d'autres moyens artisanaux de transport qui ont été saisis. Enfin, des milliers et des milliers donc, de troncs, de planches, de madriers, comme vous avez lu à travers la presse. Cette lutte va se poursuivre. Le commandement a pris la ferme décision de décourager les malfaiteurs qui s'activent dans l'exploitation illicite du bois, ne serait-ce que pour préserver le bien-être des populations. Je le disais en titre, Dakar abrite le 18e concours d'agrégation de médecine du 7 au 15 novembre. Une occasion pour nous de revenir sur l'historique du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Sa création remonte à la fin des années 60. L'un des programmes phares de l'Organisation d'intégration africaine de l'enseignement supérieur est le concours d'agrégation Kounidu Kumbadjaratemar. L'idée de création du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, a été émise aux premières années des indépendances, mais elle n'a été concrétisée qu'en janvier 1968 à Niamey par les chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM. Dans ces années-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'universités dans les pays francophones. Il y avait Abidjan, il y avait Dakar, évidemment. Il y avait Abdou Moumouni de Niamey, au Niger. Nos enseignants étaient promus dans les listes d'aptitude de la France et passaient le concours d'agrégation en France. C'est donc une volonté d'indépendance politique au niveau de l'enseignement supérieur qui a amené la création de cette entité. Composé de 19 pays membres qui ont le français en commun, le CAMES est un espace de libre circulation des enseignants du supérieur avec leur grade. C'est-à-dire quelqu'un qui est au Sénégal, qui est inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence, quand il va à Ouagadougou, quand il va à Yaoundé, il est maître de conférence. Il faut dire que cette intégration complète de l'espace d'enseignement supérieur, il n'y a que l'espace CAMES qui l'a réussi. Le Sénégal a beaucoup contribué aux nombreux succès du CAMES. Dakar a eu l'honneur d'abriter le premier concours d'agrégation en médecine du CAMES. C'était en 1982. Le concours d'agrégation tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas. Il se faisait en France. Nos maîtres, qui ont été les pères de cette faculté, ont été formés et ont passé le concours en France au même titre que les enseignants français qui passaient le concours en France.
Après les indépendances et après un certain nombre de réformes et la création du CAMES, il a été décidé de rapatrier la promotion et la formation des enseignants du supérieur en Afrique. Et Dakar, comme d'habitude, comme tout le temps, a été à l'avant-garde de ce processus d'intégration de l'enseignement supérieur et a pris en charge l'organisation du premier concours d'agrégation de médecine humaine ici à Dakar en 1982. Une première réussie, alors il y aura une deuxième fois en 2001 et une troisième organisation en 2016. Ce sera du 7 au 15 novembre prochain. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête donc à accueillir les candidats et membres du jury du CAMES, le concours d'agrégation en médecine, pharmacie et odontologie du CAMES, un événement qui se tiendra à partir de ce 7 novembre à l'UCAD. Les précisions de Seydina Alunfal. L'événement se tiendra à l'UCAD le 7 novembre. Pour la troisième fois, le Sénégal va abriter le concours d'agrégation en médecine, pharmacie et odontologie du CAMES. Nous en sommes pour la troisième fois l'organisateur. C'est dire que nous avons une certaine expérience de l'exercice. Nous sommes assez rodés en la matière. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et particulièrement à la faculté de médecine, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de l'événement. Des travaux pour embellir, réfectionner des places, des salles devant accueillir candidats, jurys et accompagnants ont été exécutés. La commission en charge du transport a bénéficié de l'appui de la présidence. Aujourd'hui, le parking de la présidente de la République a donc été ouvert. Donc, nous irons là-bas chercher les voitures nécessaires pour accueillir nos hôtes de marque qui sont des professeurs de rang magistral, des éminents chercheurs africains et d'ailleurs, parmi lesquels nous avons des autorités, notamment des ministres. Donc, nous choisirons dans ce parking de la présidente des véhicules nécessaires pour le transport de ces différents hôtes. Concernant donc le transport des candidats, pour les candidats résidents au Sénégal, pour dire qu'ils sont majoritairement sénégalais. Donc nous avons aussi des bus qui seront aussi pris pour le transport de nos candidats. Et les candidats ressortissants des autres pays qui viennent donc pour le concours d'agrégation, ce qui sera fait, en général ils sont à la charge de leur État. L'autre commission qui s'occupe du logement a déjà identifié les sites. Les candidats sont pris en charge par les autorités étatiques. Nous les aidons déjà à identifier des hôtels, simplement, et nous arrêtons là. Par contre, les membres du jury sont logés par le gouvernement sénégalais et pris en charge globalement au cours de leur séjour au Sénégal. À partir donc du dimanche, nous attendons donc les membres donc du jury qui sont au nombre de 160 qui vont venir et que nous allons donc accueillir progressivement en vague. Mais en général, ils viennent tous entre ces 2 jours, entre le 6 et le 7. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête donc à accueillir tous les participants au concours d'agrégation en médecine du CAMES. Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'événement. Face aux citoyens, c'est l'émission mensuelle de la RTS1. Il avait comme invité hier le ministre de la Culture et de la Communication. Mbagnick Ndiaye a abordé sur le plateau de la télévision nationale plusieurs questions, la promotion de la culture, le code de la presse entre autres. Voici la synthèse de ce rendez-vous mensuel de la RTS1 avec Mamadou Sambambo. Le ministre de la Culture et de la Communication sur le plateau de la RTS 1 face aux citoyens. Dans cet exercice d'explication et de mise au point sur la politique culturelle nationale, Mbagnick Ndiaye a révélé une importante hausse du budget de son département. Il passe de 14 milliards en 2016, c'est-à-dire l'exercice en cours, à 27 milliards en 2017. Sur le nouveau code de la presse, le ministre Mbagnick Ndiaye préfère laisser la primeur aux députés et au président de la République. Il est aussi revenu sur la mission des médias publics et les contraintes auxquelles ils font face. Le ministre s'est fait aussi l'avocat des radios communautaires en mettant l'accent sur leur importance dans la chaîne de communication de masse au Sénégal. S'agissant de la culture, le ministre Mbagnick Ndiaye est revenu sur les grands projets du chef de l'État avec un important programme de réhabilitation de plusieurs sites et monuments culturels. Il a également lancé un appel aux médias dans leur globalité pour la promotion des cultures locales en mettant surtout l'accent sur nos valeurs et nos coutumes.
Le ministre Mbagnick Ndiaye de la Culture et de la Communication, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a, pendant 2 tours d'horloge, répondu aux questions des journalistes et à celles des téléspectateurs. Faisons suite à l'instruction du président de la République à l'issue du Conseil des ministres a délocalisé. La région de Thiès, à l'instar de plusieurs régions du pays, a organisé sa conférence territoriale. Un taux d'exécution de 82% des engagements est noté avec des recommandations précises. C'est un compte rendu de Hamidou Diop. La matrice des engagements du Conseil des ministres délocalisé prend en charge 6 centres d'intérêt, du secteur primaire au quaternaire en passant par les chantiers de Thiès et le programme spécial de modernisation de la ville de Tivaouane avec un niveau de mise en œuvre physique des projets et programmes appréciables dans bien des secteurs. La question foncière a été une préoccupation réelle dans la région de Thiès. Après Dakar, avec l'AIBD, il y a un rush extrêmement important vers Thiès, qui est peut-être parfois entretenu par des spéculateurs fonciers. Mais de ce point de vue, nous avons reçu des instructions très fermes de la part de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, et avec un suivi vigilant du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui nous ont instruit de faire en sorte que nous puissions veiller à ce que les terres soient gérées de façon optimale. 26 domaines ou secteurs sont couverts par les investissements déjà réalisés, avec une prédominance des infrastructures pour un taux de 68%. L'état d'exécution des projets et programmes hors matrice des engagements du Conseil des ministres accorde une prédominance au département de Thiès avec un volume d'investissement élevé 301 milliards de francs CFA liés à la mise en œuvre du projet AIBD, dont 80% localisés dans la circonscription du département de Thiès. Les élus locaux apprécient positivement. Je crois que c'est une première étape importante dans l'évaluation des politiques publiques. L'État a fait de gros efforts dans la région de Thiès, particulièrement dans le département de Tivaouane. De gros investissements ont été faits. La conférence territoriale de la région de Thiès, première du genre, a démontré au plan méthodologique une démarche de suivi rapproché de la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle du territoire. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que le travail qui vient d'être livré est le produit d'une démarche ascendante partie depuis le niveau des communes et des arrondissements. Le produit collecté à ce niveau, les données collectées à ce niveau ont été remontées au niveau des préfets. Les préfets ont fait la synthèse et ont remonté les données au niveau de la gouvernance. Et nous, en tant que membres du comité de pilotage et de rédaction, nous avons pu récupérer l'ensemble des données, en faire la synthèse et ce matin venir présenter à toute l'assistance. Les grands projets de l'État dans le domaine du transport routier et aérien AIBD, Ila Touba, autoroute Thiénaba-Tivaouane, ont permis de renforcer le maillage infrastructurel de la région et de lui offrir un niveau d'attractivité assez important. Le gouverneur tire un bilan d'exécution financière des engagements du Conseil des ministres délocalisés. Comme vous le savez, il est ressorti du document que sur les investissements qui étaient prévus pour la région de Thiès lors du Conseil des ministres décentralisé, donc qui était de 444 milliards, 382 milliards ont été réalisés. Donc si on regarde de façon simple, j'allais dire simpliste, si on regarde de façon simpliste, on aurait pu dire que 81% donc, des engagements ont été tenus. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ça justement qui était extrêmement important à noter, que si on regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits depuis ce Conseil des ministres jusqu'à présent, on est à plus de 1600 milliards. C'est-à-dire qu'on est à 3 fois plus que ce qui était initialement peut-être prévu. Entre autres recommandations, au terme de cette conférence territoriale, une nécessaire harmonisation des interventions pour une mise en cohérence au plan vertical et au plan horizontal des politiques avec un partage plus large des informations. Notons que cette conférence territoriale a été rendue possible grâce au concours financier du PNDL, le Programme national de développement local. Visite du directeur général des eaux et forêts à Tambacounda. Baïdiba s'est rendu dans la forêt classée de Niambo avec les autorités militaires de la région. Sur place, ils ont constaté de visu une importante quantité de bois saisis par les forces de défense et de sécurité, nous dit Tchorodieng.
Vu sur la carte, on dirait un petit espace vert. Pourtant, Niambour est l'une des plus grandes forêts classées de la région orientale. Elle couvre une superficie de 122 500 hectares située entre 3 communes, Dialokoto, Missira et Goumbeyal. Dialomahan, village niché au cœur du Niambour, fait partie des zones touchées par le trafic illicite de bois. Actuellement, on est aux environs de 500 troncs, marqués et non marqués. Et 200 et quelques villages ont été visités. En matière d'arrestation, jusqu'à ce jour, on a été jusqu'hier à 8 qui ont été interpellés au niveau du secteur de Maka, qui ont été pris par nos éléments et les éléments des parcs, des policiers et des douaniers. Donc actuellement, il y a certains qui ont été déférés au parc de Tambacounda, d'autres, ils sont toujours à la disposition du procureur de la République. L'aménagement des forêts aujourd'hui est une nécessité. Nous avions ici dans les régions le projet que vous connaissez tous qui évolue dans ces régions et nous venons de finaliser un financement additionnel de 20 millions de dollars pour que le projet puisse étendre les forêts aménagées. Ces opérations de ratissage sont menées par une équipe mixte constituée par les agents des eaux et forêts, de la gendarmerie, de la police et de la douane. Des patrouilles qui doivent être pérennisées pour l'installation d'un dispositif de lutte sans faille. Je félicite encore une fois aujourd'hui l'armée sénégalaise. Quand le chef de l'État a constaté que le service des eaux et forêts n'avait plus de ressources humaines, il avait demandé à ce que l'armée monte en puissance. Et depuis lors, on est en train de porter un coup dur à ce fléau. Ce qui fait la réussite de ces actions-là, c'est le commandement. Et à Tambacounda, on voit un commandement unifié, harmonisé, efficace. Depuis le 24 octobre, les forces de défense et de sécurité ont sillonné plus de 200 villages dans la zone. Objectif, traquer les malfaiteurs. Ces opérations menées sur instruction du chef de l'État montrent l'engagement ferme de l'État pour combattre le trafic illicite de bois. Le Conseil national de lutte contre le sida a organisé un atelier de validation de la revue à mi-parcours du plan stratégique national 2014-2017. Pendant 2 jours, les acteurs se sont réunis à Dakar pour faire une évaluation des résultats obtenus et proposer des recommandations. Compte rendu Dame Silla. Après la mise en place du plan stratégique national 2014-2017, l'heure est maintenant pour le Conseil national de lutte contre le sida de faire une revue à mi-parcours. L'évaluation a permis de mesurer le niveau de déploiement des activités, mais aussi de relever les difficultés et contraintes rencontrées, ainsi que les défis majeurs. D'abord, du point de vue processus, nous avons effectué des revues régionales au niveau des 14 régions du Sénégal. Nous avons également fait la revue des secteurs ministériels qui sont impliqués dans la réponse au VIH. Nous avons également fait la revue de la société civile, du secteur privé, pour essayer un peu, n'est-ce pas, donc, de faire la synthèse de tout ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, afin de voir les mesures, les actions à pérenniser, à continuer, mais également surtout les redressements qu'il faut faire pour les 2 prochaines années qui vont venir. Au vu des résultats obtenus de 2014 à 2016, dans le cadre du plan stratégique national, il est fort probable d'atteindre les objectifs fixés au départ. Non seulement nous allons atteindre les objectifs en 2017, mais je crois que l'ONU-SIDA, qui a aujourd'hui élaboré un plan d'urgence de lutte contre le sida, a classé le Sénégal, c'est un document qui va sortir, parmi les pays susceptibles d'atteindre les 3,90. Donc ils appellent ça les mid-term countries. Et donc le Sénégal est classé dans ces pays. Et nous pensons que ça, c'est également une très bonne source de satisfaction pour nous, mais nous savons également qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent en termes d'améliorer la qualité de nos services, d'élargir l'offre de services, surtout l'offre de services communautaires. Le plan stratégique national 2014-2017 s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs nationaux du plan national de développement sanitaire
et des engagements internationaux pris par le Sénégal pour mettre fin à la pandémie du sida. Santé toujours pour ouvrir la série que la rédaction consacre à ce secteur. En la matière, la protection sociale occupe une place importante dans les politiques publiques. La Direction générale de l'action sociale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances sont autant de mécanismes mis en place pour accompagner les populations. Ndeye Aïdadia nous en parle. Protéger les populations pour éviter qu'elles se ruinent en cas de maladie, c'est l'un des objectifs de la protection sociale. Si dans les hôpitaux, les assistants sociaux assurent ce rôle, elles réfèrent très souvent à l'action sociale. L'idée, ce n'est pas seulement de leur apporter une assistance qui consiste à leur donner des prises en charge ponctuelles, mais à mettre en place des systèmes, des filets sociaux, des dispositifs qui leur permettent vraiment un moment de sortir de cet aspect de dépendance. Par rapport à des appuis ou des dons. Voilà un peu ce que c'est que l'action sociale au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'action sociale travaille en collaboration avec la couverture maladie universelle, un autre instrument mis en place par le président de la République pour protéger les populations contre les risques. La protection contre le risque maladie, c'est justement ça, l'objet de la couverture maladie universelle. C'est de mettre en place un mécanisme tel que chaque fois qu'un Sénégalais est malade, il a la possibilité de se faire soigner sans que cela ne crée des problèmes financiers pour lui et pour sa famille. Le premier volet de cette politique, c'est la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Le plan Sésame n'a plus aujourd'hui de problème de financement. Ça veut dire que les structures hospitalières reçoivent régulièrement un remboursement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes d'organisation. Parce qu'il y a encore des zones du pays où vous pouvez voir un centre de santé ou un poste de santé qui ne met pas en œuvre le plan Sésame. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans ce que nous appelons la relance du plan Sésame. La couverture maladie universelle, c'est aussi la gratuité de la césarienne. Chaque fois qu'en Afrique, nous disons que la dialyse est gratuite au Sénégal, du fait justement de cette décision du président Macky Sall, cela surprend tout le monde. Les personnes handicapées ayant leur carte sont inscrites dans les mutuelles, ont leur carte de mutuelle et peuvent bénéficier des soins dans les centres et les hôpitaux. La CEMU dit avoir remboursé 4 millions de fois les soins des enfants de 0 à 5 ans bénéficiant de gratuité à l'hôpital. Mais il reste à faire pour enrôler les personnes dans les mutuelles pour une effectivité de la couverture maladie universelle. Le processus d'adhésion n'est pas un processus massif aujourd'hui. Vous rencontrez même des personnes qui vous disent « moi je ne vais pas dans la mutuelle parce que je ne tombe pas souvent malade ». Mais ce qui se passe simplement, c'est que les personnes tombent malades souvent, elles tombent malades et elles dépensent plus d'argent que le montant d'une cotisation. À ce jour, à peu près 600 000 personnes sont inscrites dans les mutuelles et l'Agence pour la couverture maladie universelle compte poursuivre la communication dans les jours à venir. Zoom à présent sur l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, une école qui est chargée de la formation du personnel paramédical du Sénégal. Il s'agit des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire de prothèses. Et ce n'est pas tout, car il existe une quinzaine de sections par rapport à la formation officielle qui se fait par voie de concours. Les précisions de Luis Bizza. Située au kilomètre 5 sur l'avenue Cheikh Anta Diop, l'École nationale de développement sanitaire et social inscrit son évolution dans le cadre de la performance d'un outil de santé par la formation et la recherche. L'École nationale de développement sanitaire et social a en charge la formation du personnel paramédical du Sénégal. J'entends par personnel paramédical la formation de base. Je donne l'exemple des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire de prothèses et des gestionnaires en pharmacie. Actuellement, la formation de base dure 3 ans après le bac avec des conditions d'admission strictes. Être âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Donc les étudiants sortent comme ayant une licence dans leur spécialité et la formation de technicien supérieur, c'est 2 ans après la licence. Donc naturellement, on est dans une dynamique du système LMD, donc c'est la licence et le master.
le doctorat, on est en train de mettre en place une passerelle entre l'école et l'université, ce qui va nous permettre d'entrer dans le domaine du doctorat. À l'École nationale de développement sanitaire et social, il existe 15 sections par rapport à la formation officielle qui se fait par concours. À cela s'ajoute une formation à la carte payante. Donc c'est des spécialités que nous avons mises en place après une forte demande d'une certaine catégorie d'élèves ou d'étudiants. Formation à la carte, où on a actuellement une dizaine de secteurs sur lesquels on apporte notre formation. Les dossiers de candidature sont reçus à la division de la formation du ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention. Donc chaque année, l'État organise le concours d'entrée à l'NDSS dans les différentes filières, n'est-ce pas? Donc vous avez les filières infirmières, les filières sages-femmes d'État et les filières professionnelles. Alors pour ce qui concerne donc les filières directes, infirmiers et sages-femmes, c'est par voie de concours parmi les Sénégalais titulaires d'un baccalauréat. Donc à l'issue du concours direct, s'ils réussissent, eh bien, ils viennent pour s'inscrire en première année dans les filières licence en soins infirmiers et licence en soins obstétricaux. Maintenant, pour les filières professionnelles, c'est parmi les anciens infirmiers sages-femmes ayant exercé pendant 4 années, donc 4 années d'expérience professionnelle, qui réussissent au concours professionnel pour venir faire une spécialisation de 2 ans dans les différentes filières. Ici, on distingue plusieurs filières, infirmières, sages-femmes d'État et les filières professionnelles. Pour ce qui concerne les filières directes, l'école offre une formation en licence en soins infirmiers et licence en soins obstétricaux. C'est une formation en approche pédagogique qu'on appelle approche par les compétences. Cette approche par les compétences a été intégrée dans le programme depuis 2007. Donc l'approche par les compétences par rapport à l'ancienne approche, l'approche par les compétences maintenant, c'est que l'étudiant qui va sortir, il va être aguerri non seulement par rapport au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, mais il va être compétent pour savoir agir. En clair, il est prédisposé à agir face à toute situation. À la fin de la formation, l'étudiant est aguerri. Par rapport aux anciens infirmiers qui entraient avec le BFM. Donc ces anciens infirmiers sortaient avec le niveau bac. Donc maintenant, on a un plus pour les infirmiers du Sénégal. Et dans le reclassement, dans le traitement salarial, les infirmiers du Sénégal gagnent plus. Parce que maintenant, ils quittent B4, l'échelon B4, pour aller à l'échelon B1. Structurée et bien équipée, l'institution accorde une part belle à la section sage-femme. Donc tous les mannequins, par exemple les mannequins que vous voyez là, nous avons là un simulateur d'accouchement, étant donné que l'accouchement fait partie de la pratique sage-femme. Donc les élèves doivent s'exercer avant d'aller en stage clinique, c'est-à-dire avant d'aller dans les terrains de stage, elles doivent s'exercer en salle de travaux pratiques d'abord. Ensuite, à part le simulateur d'accouchement, nous avons ici ce qu'on appelle le nouveau-né. Ça aussi, ça fait partie de la prise en charge d'une sage-femme. Une sage-femme compétente doit pouvoir faire l'examen du nouveau-né pour pouvoir déceler plus tôt des pathologies et peut-être faciliter une prise en charge. La section enseignement et administration confirme le caractère multidimensionnel de l'école. Ici, on fait le micro-enseignement. Donc on fait des simulations, on filme l'étudiant en train de dispenser des cours. Donc on prend toutes les dispositions. Il y a ses pairs, c'est-à-dire ses camarades de classe, qui vont constituer les élèves. Donc on essaie de faire autant que faire se peut. On essaie de créer un climat de classe. Et on teste ses capacités d'enseignement. Maintenant, une fois le cours est terminé, on fait dérouler le film. Lui-même, il observe. Il fait son autocritique. Ensuite, les autres font leur critique. Pour davantage développer la formation de base et celle spécialisée, le directeur général de l'NDC s'est fixé des objectifs. En insistant sur les 3 types de savoir, savoir
savoir-faire et savoir-être. Donc je pense que la formation d'une manière globale est une formation qui se fait dans tous les pays et même au niveau du Sénégal. Mais nous donnons une très grande importance au savoir-être. Parce que vous savez très bien que notre système de santé souffre de ce savoir-être. On parle tantôt des problèmes d'accueil, des relations entre les praticiens et les malades et les accompagnants. On ne les reçoit pas bien, on se comporte d'une certaine manière dans nos structures de santé. Avec le développement de la société, les besoins et les exigences des populations s'accroissent. L'École nationale de développement sanitaire et social envisage d'évaluer la satisfaction des clients admis dans plusieurs services à Dakar, en particulier le service odontologie. Voilà pour la série Santé qui se poursuit demain dans nos prochaines éditions. Donc, en attendant, intéressons-nous à l'actualité internationale à J-3 de la présidentielle américaine. La rédaction vous propose aujourd'hui le regard des analystes africains sur les enjeux de cette élection. C'est un reportage de Philomène Constance Diagne. Plus que quelques heures avant de connaître le choix du peuple américain, un président ou une présidente, le suspense règne pas seulement chez les électeurs américains, mais aussi à l'échelle du monde et particulièrement en Afrique. L'Afrique est devenue aujourd'hui le continent bien évidemment qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des Occidentaux. Non pas parce qu'il aime l'Afrique, dans les relations internationales, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, comme disait De Gaulle. Mais parce que précisément, l'Afrique offre les conditions qui permettent l'établissement des Occidentaux, qui permettent l'investissement également aussi, et un investissement rentable. La main-d'œuvre est qualifiée, la main-d'œuvre, je dis pas tout à fait qualifiée, mais la main-d'œuvre est accessible et peut être formée sur place. Et ce qui explique d'ailleurs les délocalisations vers l'Afrique. Et je crois de ce point de vue donc que les États-Unis, évidemment, gagneraient aussi à développer la coopération avec l'Afrique. L'enjeu est de taille vu les thématiques développées durant la campagne présidentielle par les deux candidats. L'Afrique a tout un intérêt à soutenir la démocrate Hillary Clinton. La posture en fait, de Donald Trump et sa politique, je veux dire, extérieure, si on peut, tout au moins son projet de politique extérieure n'est pas pour permettre, bien sûr, à mon sens, le développement des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Afrique. Donald Trump me semble en réalité un petit peu, je veux dire, attaché au patriotisme, au nationalisme américain. Hillary Clinton, en réalité, a un avantage. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a l'expérience pour avoir été ministre aux États-Unis. Elle a aussi l'avantage de son mari, qui a été président des États-Unis pendant au moins 8 ans. Et de ce point de vue, ces avantages, cette expérience acquise, en réalité, peut lui permettre de s'ouvrir au reste du monde et bien évidemment aussi de s'intéresser à l'Afrique. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est le continent où la marge bénéficiaire est la plus importante au monde. Son programme ultra-conservateur fait de Donald Trump un mauvais parti pour l'Afrique et beaucoup de pays étrangers. La question de l'immigration a surtout contribué à construire cette image. Les gens entretiennent en fait une peur inutile. Pourquoi inutile? Parce que simplement, l'élection de Trump, si jamais il est élu, eh bien, ne pourra pas conduire, à mon sens, ne pourra pas conduire à, je veux dire, à rendre beaucoup plus dure la vie des Africains aux États-Unis. Évidemment, sauf les Africains qui n'ont pas de papier. Qui n'ont pas de papier, ceux qui n'ont pas le titre de papier, le titre juridique sur le couvert duquel ils sont autorisés à circuler légalement sur le territoire américain, ces individus-là, bien évidemment, peuvent nourrir une peur. Au moment où se pose la question de savoir si Trump va renverser la présidentielle, l'Afrique continue de croiser les doigts pour Hillary Clinton, qui, selon les intentions de vote dans les swing states, est en position de gagnante. Les échos de la caravane Wadial Magala présents, il était ces derniers jours dans plusieurs localités du Saloum. Partout, l'heure est aux préparatifs de ce grand événement religieux. Les précisions de Claire Diop. Ziara des membres de la délégation de la caravane Wadial Magal édition 2016 chez Serigne Moustapha Sy à Birkilan. Ici, lors des échanges, le focus est mis sur les bonnes relations qu'entretiennent cette famille avec celle de Serigne Touba. Halte au mausolée de Sorna Astawalo. Un vibrant hommage est rendu à la grande dame après cap sur Djamal Santi. Partout, les conférenciers sont largement revenus sur le sens du grand Magal de Touba. Ce que le calife nous avait dit,
C'est cela qu'on a trouvé ici. D'habitude, il ne parle pas beaucoup. C'est un grand travailleur et tout le monde le sait. Il avait dit lors de sa déclaration que son vœu le plus cher est l'unité de tous les musulmans. C'est cela que nous avons trouvé partout où nous sommes passés, notamment à Djamal. Autres endroits visités, Kumbof, Touba Khadama, Touba Mbella, mais aussi Ndioté Seyane, dans la commune de Dianké Souf à Malem Odar. Serigne Touba est venu ici personnellement. Il a prié ici, quiconque vient ici doit aussi faire pareil. Cette terre est sacrée. Toujours à Malem Odar, plus loin, Djoum Gent. Ici également, la caravane a communié avec les populations. C'est la première fois que cette caravane passe dans mon arrondissement et c'est tout un honneur pour nous de recevoir la caravane. Et vous avez même vu que les populations sont toutes enthousiastes pour venir accueillir la caravane et voir les différentes étapes du passage du grand marabout Seigne Touba qui a fait le tour de la zone et partout aussi il a marqué de son empreinte, en tout cas son passage dans la zone. Dernière étape de la journée, Touba Mbadan, mais aussi Darou Pakachar. Ici, le mausolée de Cheikh Moussa Dramé est visité. L'homme, une référence pour la jeune génération. Des prières ont été formulées pour la prochaine étape. La caravane est attendue à Kaolack. Dakar abrite la première édition du Salon du pagne africain. L'objectif est de valoriser l'art africain à travers le pagne. L'exposition se tient à la place du souvenir. Hamidou Diop. Entreprendre avec le pagne est le thème de cette première édition du CIPADAC, le Salon international du pagne africain. Lancée à la place du souvenir, cette rencontre de 3 jours offre une plateforme d'échange et de discussion autour du pagne. Notre vision à travers le CIPADAC est de faire découvrir les richesses de l'art africain via le pagne et promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans ce domaine. Le CIPADAC se veut donc l'événement incontournable de l'univers du pagne au Sénégal, une opportunité de promotion et de valorisation des créations et innovations autour du pagne africain, une opportunité de s'informer sur ses origines, ses qualités, ses avantages comparatifs, une opportunité de découvrir toute la diversité du pagne africain et l'art africain également dans le travail du pagne. Je voudrais vous dire combien nous sommes honorés d'avoir été choisis comme marraine pour cette première édition du Salon international du pagne africain de Dakar. Nous, marraines de cette édition, nous saluons donc cette ingénieuse initiative de Mme Adjé Yolande qui devrait, à notre avis, se perpétuer. L'exposition a montré le pagne africain dans toutes ses facettes, des boubous aux accessoires, tout l'arsenal disponible pour montrer une Afrique colorée. Ma joie est d'autant plus grande de voir que le Sénégal, pays de la Teranga, abrite cette première édition. Cette initiative, à la fois belle et innovante, vise à célébrer le pagne, vecteur d'intégration culturelle et économique entre les peuples, nos peuples d'Afrique. Le Salon international du pagne africain de Dakar offre des opportunités de promotion et de valorisation du pagne africain, une identité culturelle pour les artisans du continent. Ce soir, la rubrique Rétroviseur s'intéresse à Daouda Guissé, cette figure marquante du cinéma sénégalais, tête pensante de la troupe Barayego de Saint-Louis et non moins journaliste à Radio Sénégal. Sedina Alune Djigo est allé à sa rencontre. Son regard, il le plonge dans cette eau qui a beaucoup coulé sous les ponts. C'est le récit de ce qu'il a vécu jusqu'ici. Une vie qu'il a voulu comme tout être paisible, le vœu se traduisant rarement par un long fleuve tranquille.
À l'horizon, des projets et des perspectives qui auront du mal à voler la vedette à un passé glorieux qui a rendu célèbre un nom, son nom, mais aussi un personnage. Disons ce Haran 4 qui prend du thé, c'est Golbert ou c'est Mansour. Personne ne voulait jouer faire ce rôle-là, jouer ce rôle-là. Moi j'ai dit donc, comme personne ne voulait le prendre, je vais le prendre. C'est comme ça que je suis arrivé devant la caméra. Pendant des années, les Sénégalais vivent au rythme de la saga Baraego, portée jusqu'à 5 numéros. Daouda Guissé est la tête pensante de la troupe de Saint-Louis. Les scénarii, c'est lui. Des rôles portés à l'écran par des acteurs de talent. Non, Le succès est tout de suite au rendez-vous. Grâce à la fiction, le journaliste de la station régionale de Saint-Louis de la RTS, P.O. Caché, a pu être recruté. Tout s'est joué en 1991 lors d'une audience avec le président Abdou Diouf. Le président nous a dit, mais Daouda, comment c'était venu l'idée d'écrire ce Baraego? Comment c'est venu cette idée-là? J'ai répondu, j'ai dit voilà, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose qui parlait de Saint-Louis, qui parlait de la civilisation saint-louisienne, des réalités, du paraître saint-louisien. Et Golbert a pris la parole pour dire, malgré toute cette disponibilité, tout ce qui caractérise Daouda, journaliste à la RTS de Saint-Louis, animateur, mais également scénariste, il n'est pas encore titulaire. Le président Diouf ne pouvait pas concevoir que quelqu'un de cette dimension, enfin, je le dis modestement, ne puisse pas être titulaire. Il dit non, mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il que M. Guissé, vous n'êtes pas encore titulaire à la RTS? Il a appelé Cheikh Tidiane Dièye pour lui dire, M. Dièye, occupez-vous du cas de M. Guissé. Paradoxalement, c'est sa carrière de journaliste qui l'éloignera de la fiction. Son affectation en 2002 à Matam, où il occupe un poste de chef de station jusqu'à sa retraite, constituera un handicap pour la troupe de Saint-Louis. Quand j'étais absent pendant quelques années, ça a un peu plombé les activités. Mais ce qui a surtout plombé véritablement nos activités, c'est qu'on a connu quand même des pertes. Avec le décès de Mansour, le décès de Mamsey Diop, le décès de Serigne Fall, ça nous a quand même beaucoup marqué et ça a contribué justement à plomber davantage les activités de la troupe. C'est maintenant qu'on a pensé que ne serait-ce que pour leur mémoire, qu'il fallait vraiment reprendre le flambeau et repartir à zéro. Car il ne s'agit nullement de dormir sur ses lauriers. Daouda Guissé veut continuer à faire aller de l'avant la troupe Baraego de Saint-Louis. Ses projets audiovisuels seront bientôt portés à l'écran. Voilà la rubrique rétroviseur qui revient samedi prochain. Et si ça referme cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS 1. Les hôtels, simplement, et nous arrêtons là. Par contre, les membres du jury sont logés par le gouvernement sénégalais et pris en charge globalement au cours de leur séjour au Sénégal. À partir donc du dimanche, nous attendons donc les membres donc du jury qui sont au nombre de 160 qui vont venir et que nous allons donc accueillir progressivement en vague. Mais en général, ils viennent tous entre ces 2 jours, entre le 6 et le 7. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête donc à accueillir tous les participants au concours d'agrégation en médecine du CAMES. Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'événement. Face aux citoyens, c'est l'émission mensuelle de la RTS1. Il avait comme invité hier le ministre de la Culture et de la Communication. Mbagnick Ndiaye a abordé sur le plateau de la télévision nationale plusieurs questions, la promotion de la culture, le code de la presse entre autres. Voici la synthèse de ce rendez-vous mensuel de la RTS1 avec Mamadou Samambo. Le ministre de la Culture et de la Communication sur le plateau de la RTS 1 face aux citoyens. Dans cet exercice d'explication et de mise au point sur la politique culturelle nationale, Mbagnick Ndiaye a révélé une importante hausse du budget de son département. Il passe de 14 milliards en 2016, c'est-à-dire l'exercice en cours, à 27 milliards en 2017. Sur le nouveau code de la presse, le ministre Mbagnick Ndiaye préfère laisser la primeur aux députés et au président de la République.
Il est aussi revenu sur la mission des médias publics et les contraintes auxquelles ils font face. Le ministre s'est fait aussi l'avocat des radios communautaires en mettant l'accent sur leur importance dans la chaîne de communication de masse au Sénégal. S'agissant de la culture, le ministre Mbagnick Ndiaye est revenu sur les grands projets du chef de l'État avec un important programme de réhabilitation de plusieurs sites et monuments culturels. Il a également lancé un appel aux médias dans leur globalité pour la promotion des cultures locales en mettant surtout l'accent sur nos valeurs et nos coutumes. Le ministre Mbagnick Ndiaye de la Culture et de la Communication, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a, pendant 2 tours d'horloge, répondu aux questions des journalistes et à celles des téléspectateurs. Faisons suite à l'instruction du président de la République à l'issue du Conseil des ministres délocalisé. La région de Thiès, à l'instar de plusieurs régions du pays, a organisé sa conférence territoriale. Un taux d'exécution de 82% des engagements est noté avec des recommandations précises. C'est un compte rendu de Hamidou Diop. La matrice des engagements du Conseil des ministres délocalisé prend en charge 6 centres d'intérêt, du secteur primaire au quaternaire en passant par les chantiers de Thiès et le programme spécial de modernisation de la ville de Tivaouane avec un niveau de mise en œuvre physique des projets et programmes appréciables dans bien des secteurs. La question foncière a été une préoccupation réelle dans la région de Thiès. Après Dakar, avec l'AIBD, il y a un rush extrêmement important vers Thiès, qui est peut-être parfois entretenu par des spéculateurs fonciers. Mais de ce point de vue, nous avons reçu des instructions très fermes de la part de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, et avec un suivi vigilant du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui nous ont instruit de faire en sorte que nous puissions veiller à ce que les terres soient gérées de façon optimale. 26 domaines ou secteurs sont couverts par les investissements déjà réalisés, avec une prédominance des infrastructures pour un taux de 68%. L'état d'exécution des projets et programmes hors matrice des engagements du Conseil des ministres accorde une prédominance au département de Thiès avec un volume d'investissement élevé 301 milliards de francs CFA liés à la mise en œuvre du projet AIBD, dont 80% localisés dans la circonscription du département de Thiès. Les élus locaux apprécient positivement. Je crois que c'est une... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Visite de travail et d'amitié du roi Mohamed VI à Dakar ce dimanche. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le royaume chérifien et le Sénégal. La signature d'importants accords est au programme de sa visite. Dakar s'apprête à accueillir un événement majeur dans l'enseignement supérieur. Il s'agit du concours d'agrégation de médecine du CAMES, occasion pour la rédaction de faire un focus sur cet exemple parfait d'intégration qu'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Dans la série Santé, on s'intéresse à un volet non moins important des politiques publiques. Il s'agit de la protection sociale avec comme mécanisme phare la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances. Zoom également sur l'École nationale de développement sanitaire et social ENDSS, un établissement qui est chargé de la formation du personnel paramédical. La rubrique rétroviseur va à la rencontre de Daouda Guissé, figure marquante du cinéma sénégalais. L'on se rappelle ses scénarios dans la troupe Barayego, quelques séquences à revisiter dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, entame une visite à partir de demain dimanche. Une visite d'amitié et de travail au Sénégal qui entre dans le cadre du raffermissement des relations anciennes entre le Sénégal et le Maroc. Au cours de son séjour dans notre pays, le roi Mohamed VI aura des entretiens approfondis avec le président Macky Sall, des signatures d'accords portant sur la coopération pour le développement des deux pays. Le roi Mohamed VI aura aussi à mener des activités sociales au profit des populations sénégalaises.
Le mouvement Macky Mounior au Palais de la République, ses membres sont venus réaffirmer plutôt au chef de l'État leur engagement à soutenir son action politique, un mouvement national qui regroupe des hommes et des femmes décidés à renforcer les bases de l'électorat républicain en direction des échéances en vue. Aboubakri Kane, compte rendu. Le mouvement Macky Mounior est un large rassemblement à l'échelle nationale d'hommes et de femmes décidés à accompagner l'action du président de la République. À sa tête, Cheikh Mbacké Sakho, par ailleurs conseiller du chef de l'État aux affaires religieuses. Cette rencontre avec le président de la République a servi de cadre pour revenir sur ce qui fonde la démarche du mouvement. 2MN est guidé par un souci d'unité autour du président de l'Alliance pour la République dans la mise en œuvre de son projet politique. C'est ainsi que les jeunes, les femmes et les sages ont tour à tour décliné leur volonté d'élargir les bases de l'électorat républicain dans leurs localités respectives. Les différents orateurs se sont également félicités des réalisations du président de la République et des projets en cours sur toute l'étendue du territoire, notamment à travers le PUDC. Les raisons de leur adhésion à ce mouvement. Nous suivons avec grand intérêt vos projets et vos réalisations de tous les jours sous votre impulsion, notamment dans le cadre des programmes agricoles, routiers, énergétiques, sociaux, sanitaires, éducatifs et tant d'autres, dont les résultats deviennent de plus en plus visibles, sans oublier notre performance au niveau international sur le plan diplomatique. Nombreuses réalisations dans tous les secteurs de la vie nationale. Première étape importante dans l'évaluation des politiques publiques. L'État a fait de gros efforts dans la région de Thiès, particulièrement dans le département de Tivaouane. De gros investissements ont été faits. La conférence territoriale de la région de Thiès, première du genre, a démontré au plan méthodologique une démarche de suivi rapproché de la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle du territoire. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que le travail qui vient d'être livré est le produit d'une démarche ascendante partie depuis le niveau des communes et des arrondissements. Le produit collecté à ce niveau, les données collectées à ce niveau ont été remontées au niveau des préfets. Les préfets ont fait la synthèse et ont remonté les données au niveau de la gouvernance. Et nous, en tant que membres du comité de pilotage et de rédaction, nous avons pu récupérer l'ensemble des données, en faire la synthèse et ce matin venir présenter à toute l'assistance. Les grands projets de l'État dans le domaine du transport routier et aérien AIBD, Ila Touba, autoroute Thiénaba-Tivaouane, ont permis de renforcer le maillage infrastructurel de la région et de lui offrir un niveau d'attractivité assez important. Le gouverneur tire un bilan d'exécution financière des engagements du Conseil des ministres délocalisés. Comme vous le savez, il est ressorti du document que sur les investissements qui étaient prévus pour la région de Thiès lors du Conseil des ministres décentralisé, donc qui était de 444 milliards, 382 milliards ont été réalisés. Donc si on regarde de façon simple, j'allais dire simpliste, si on regarde de façon simpliste, on aurait pu dire que 81% donc, des engagements ont été tenus. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ça justement qui était extrêmement important à noter, que si on regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits depuis ce Conseil des ministres jusqu'à présent, on est à plus de 1600 milliards. C'est-à-dire qu'on est à 3 fois plus que ce qui était initialement peut-être prévu. Entre autres recommandations, au terme de cette conférence territoriale, une nécessaire harmonisation des interventions pour une mise en cohérence au plan vertical et au plan horizontal des politiques avec un partage plus large des informations. Notons que cette conférence territoriale a été rendue possible grâce au concours financier du PNDL, le Programme national de développement local. Visite du directeur général des eaux et forêts à Tambacounda. Baïdiba s'est rendu dans la forêt classée de Niambo avec les autorités militaires de la région. Sur place, ils ont constaté de visu une importante quantité de bois saisis par les forces de défense et de sécurité, nous dit Tchorodieng.
Vu sur la carte, on dirait un petit espace vert. Pourtant, Niambour est l'une des plus grandes forêts classées de la région orientale. Elle couvre une superficie de 122 500 hectares située entre 3 communes, Dialokoto, Missira et Goumbeyal. Dialomahan, village niché au cœur du Niambour, fait partie des zones touchées par le trafic illicite de bois. Actuellement, on est aux environs de 500 troncs, marqués et non marqués. Et 200 et quelques villages ont été visités. En matière d'arrestation, jusqu'à ce jour, on a été jusqu'hier à 8 qui ont été interpellés au niveau du secteur de Maka, qui ont été pris par nos éléments et les éléments des parcs, des policiers et des douaniers. Donc actuellement, il y a certains qui ont été déférés au parc de Tambacounda, d'autres, ils sont toujours à la disposition du procureur de la République. L'aménagement des forêts aujourd'hui est une nécessité. Nous avions ici dans les régions le projet, que vous connaissez tous, qui évolue dans ces régions. Et nous venons de finaliser un financement additionnel de 20 millions de dollars pour que le projet puisse étendre les forêts aménagées. Ces opérations de ratissage sont menées par une équipe mixte constituée par les agents des eaux et forêts de la gendarmerie. Et vos nombreux projets divers et variés suffisent à camper votre grand dessein en matière de démocratie, de promotion de l'homme sénégalais, de développement. C'est la raison pour laquelle nous ne doutons pas que sous votre magistère d'aujourd'hui et de demain, plaise à Dieu, de l'avènement d'un Sénégal nouveau. Dans un Sénégal à bâtir, l'assistance apportée au quotidien aux couches les plus défavorisées et aux zones rurales les plus reculées est en soi un motif d'espoir et de satisfaction de ces hommes et femmes. Le soutien au monde paysan, les projets routiers et autoroutiers et les infrastructures en matière d'énergie propre, autant d'actions majeures qui ont fait l'objet de témoignages au cours de cette rencontre. Ces militants engagés pour la cause du président de l'APR ont ainsi réaffirmé leur ambition de relever d'autres défis électoraux. Ce dont se félicite le président Macky Sall, non sans revenir sur les qualités de son conseiller, un homme ouvert, disponible, fidèle et courtois, qui œuvre chaque jour au raffermissement des relations entre les différentes familles religieuses du Sénégal. Au nom de ces foyers spirituels, des prières ont été formulées pour une paix et un développement durable, mais également la réussite des grands projets du chef de l'État. Depuis quelque temps, l'armée nationale s'est engagée dans la lutte contre la déforestation. Récemment, des milliers de troncs d'arbres ont été saisis à l'est et au sud du pays. En marge de la journée des forces armées prévue ce 10 novembre, nous vous proposons de suivre ce reportage axé sur l'engagement de l'armée dans la protection de l'environnement. Il est signé Louis-Philippe Sagna. L'environnement se dégrade par la faute de l'homme. Une situation qui prend de l'ampleur en zone sud et à l'est du pays. Ce phénomène devenu préoccupant ces derniers temps a nécessité une synergie d'action des ministères de l'Intérieur, de l'Environnement et du Développement durable et bien sûr des forces armées. Ainsi, le commandement militaire n'a pas trop attendu pour jouer sa partition. S'agissant du renseignement, il s'agit principalement de déployer des moyens dédiés, notamment des avions, des drones, de surveillance sur les zones. Mais également, nous avons un maillage opérationnel très vaste sur les zones concernées qui nous permet d'être renseignés de jour comme de nuit. Enfin, il y a également donc le renseignement d'ordre humain, originaire des populations locales qui collaborent. En peu de temps, les résultats sont probants. Le trafic illicite de bois a constamment diminué. D'importants efforts ont été consentis. Que plusieurs dizaines de camions souvent d'origine étrangère, ont été arrêtés. Nous avons également des centaines de charrettes et d'autres moyens artisanaux de transport qui ont été saisis. Enfin, des milliers et des milliers donc, de troncs, de planches, de madriers, comme vous avez lu à travers la presse. Cette lutte va se poursuivre. Le commandement a pris la ferme décision de décourager les malfaiteurs qui s'activent dans l'exploitation illicite du bois, ne serait-ce que pour préserver le bien-être des populations.
Je le disais en titre, Dakar abrite le 18e concours d'agrégation de médecine du 7 au 15 novembre. Une occasion pour nous de revenir sur l'historique du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Sa création remonte à la fin des années 60. L'un des programmes phares de l'Organisation d'intégration africaine de l'enseignement supérieur est le concours d'agrégation Kunidu et Kumbadjahatemar. L'idée de création du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, a été émise aux premières années des indépendances, mais elle n'a été concrétisée qu'en janvier 1968 à Niamey par les chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM. Dans ces années-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'universités dans les pays francophones. Il y avait Abidjan, il y avait Dakar évidemment, il y avait Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Nos enseignants étaient promus dans les listes d'aptitude de la France et passaient le concours d'agrégation en France. C'est donc une volonté d'indépendance politique au niveau de l'enseignement supérieur qui a amené la création de cette entité. Composé de 19 pays membres qui ont le français en commun, le CAMES est un espace de libre circulation des enseignants du supérieur avec leur grade. C'est-à-dire quelqu'un qui est au Sénégal, qui est inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence, quand il va à Ouagadougou, quand il va à Yaoundé, il est maître de conférence. Il faut dire que cette intégration complète de l'espace d'enseignement supérieur, il n'y a que l'espace CAMES qui l'a réussi. Le Sénégal a beaucoup contribué aux nombreux succès du CAMES. Dakar a eu l'honneur d'abriter le premier concours d'agrégation en médecine du CAMES. C'était en 1982. Le concours d'agrégation tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas. Il se faisait en France. Nos maîtres, qui ont été les pères de cette faculté, ont été formés et ont passé le concours en France au même titre que les enseignants français qui passaient le concours en France. Après les indépendances et après un certain nombre de réformes et la création du CAMES, il a été décidé de rapatrier la promotion et la formation des enseignants du supérieur en Afrique. Et Dakar, comme d'habitude, comme tout le temps, a été à l'avant-garde de ce processus d'intégration de l'enseignement supérieur et a pris en charge l'organisation du premier concours d'agrégation de médecine humaine ici à Dakar en 1982. Une première réussie, alors il y aura une deuxième fois en 2001 et une troisième organisation en 2016. Ce sera du 7 au 15 novembre prochain. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête donc à accueillir les candidats et membres du jury du CAMES, le concours d'agrégation en médecine, pharmacie et odontologie du CAMES, un événement qui se tiendra à partir de ce 7 novembre à l'UCAD. Les précisions de Seydina Alunfal. L'événement se tiendra à l'UCAD le 7 novembre. Pour la troisième fois, le Sénégal va abriter le concours d'agrégation en médecine, pharmacie et odontologie du CAMES. Nous en sommes pour la troisième fois l'organisateur. C'est dire que nous avons une certaine expérience de l'exercice. Nous sommes assez rodés en la matière. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et particulièrement à la faculté de médecine, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de l'événement. Des travaux pour embellir, réfectionner des places, des salles devant accueillir candidats, jurys et accompagnants ont été exécutés. La commission en charge du transport a bénéficié de l'appui de la présidence. Aujourd'hui, le parking de la présidente de la République a donc été ouvert. Donc, nous irons là-bas chercher les voitures nécessaires pour accueillir nos hôtes de marque, qui sont des professeurs de rang magistral, des éminents chercheurs africains et d'ailleurs, parmi lesquels nous avons des autorités, notamment des ministres. Donc, nous choisirons donc, dans ce parking de la présidente des véhicules nécessaires pour le transport de ces différents hôtes. Concernant donc le transport des candidats, pour les candidats résidents au Sénégal, pour dire qu'ils sont majoritairement sénégalais. Donc nous avons aussi des bus qui seront aussi pris pour le transport de nos candidats. Et les candidats ressortissants des autres pays qui viennent donc pour le concours d'agrégation, ce qui sera fait, en général, ils sont à la charge de leur État. L'autre commission qui s'occupe du logement a déjà identifié les sites. Les candidats sont pris en charge par les autorités étatiques.
Nous les aidons déjà à identifier